Je vous ai dit, en 2012, la France a créé les masters. Donc pour créer les masters, on a sollicité tous les enseignants, spécialistes d'anglais, de maths. Et je ne vous explique pas le bazar. Le prof d'anglais considérait qu'il n'y avait pas assez d'anglais. Le prof de maths, pas assez de maths. Le prof de philo, pas assez de philo. Donc les pauvres étudiants, ils avaient une semaine de 90 heures. Parce que tout le monde considérait que sa matière était plus importante que celle du voisin. Donc, en tant que spécialiste de l'analyse de l'activité et des sciences de l'éducation, quand on a participé au débat, on a fait en sorte que ce collectif s'intéresse à deux questions, à deux points. Être enseignant demain, aujourd'hui, c'est être expert dans le domaine disciplinaire. Ça, c'est très difficile d'être un bon professeur quand on ne connaît pas bien la discipline qu'on va devoir enseigner. Ça, c'est évident. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Pour être un bon enseignant, il faut être expert dans le domaine de la pédagogie. C'est-à-dire être spécialiste de la transmission du savoir. Et j'insiste vraiment sur ce que j'ai mis en... Alors c'est un verre anis qui est un peu déformé par le vidéoprojecteur, mais il faut à la fois être spécialiste du savoir à transmettre et spécialiste de la transmission du savoir. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, et si jamais on a l'occasion de se revoir, je vous montrerai des exemples où nous avons des jeunes collègues qui sont agrégés, qui est le niveau le plus élevé de diplôme en France pour être enseignant, agrégé d'allemand, donc très très fort en allemand. Le collègue, il passe beaucoup de temps à préparer son cours. Il a préparé tout son dimanche, il l'a préparé à préparer 1 heure de cours. Et puis, il arrive le lundi matin pour faire cours. C'est son premier jour de cours, en Seine-Saint-Denis, avec des élèves qu'au moment de rentrer dans la classe, il a compris qu'ils n'étaient peut-être pas là pour faire de l'allemand. Ils étaient déjà là, et c'était beaucoup. Donc pendant 10 minutes, un quart d'heure, ils ont joué à se passer les sacs, à déplacer les chaises, parce que lui, il ne savait pas comment faire pour les mettre au travail. Il ne savait pas. On ne lui avait jamais dit. Lui, il avait toujours été un bon élève, il avait été toujours dans un bon lycée, il est devenu professeur avec des formateurs qui n'ont jamais été non plus confrontés à des élèves difficiles, donc c'était très nouveau. Donc vous voyez, il s'est retrouvé dans une situation où il a été formé pendant 5 ans pour être enseignant d'allemand, et au moment où il commence le métier, il est empêché par le contexte parce qu'il n'est pas capable d'agir dans ce contexte. Donc ça donne quand même à réfléchir quand on fait de la formation. Ce qui m'amène à vous dire qu'on arrive à un constat, c'est qu'aujourd'hui les réponses politiques qui sont apportées autant dans le champ de l'éducation que de la formation des enseignants, elles sont souvent prises sans consulter la recherche en sciences de l'éducation, de la formation et plus légèrement les recherches qui s'intéressent à l'éducation. La question de l'éducation dans notre pays, c'est une question idéologique. Quand c'est la gauche qui est au pouvoir, il y a une certaine conception de l'éducation. Quand c'est la droite, c'est l'inverse. Mais à aucun moment, ou trop rarement, pour ne pas être trop pessimiste, les scientifiques, les spécialistes de l'éducation sont associés à la manière de répondre aux problématiques de champ de la formation et de l'éducation. Alors, quelques mots sur les sciences de l'éducation, qui ne sont pas non plus sans reproche face à cette situation. Donc je vais vous proposer, sans être exhaustif, un peu d'histoire. Je ne vais pas vous faire 52 ans d'histoire en 10 minutes, mais je vais vous donner un petit peu un aperçu des sciences de l'éducation. Donc, 52 ans, discipline instituée en 67 en tant que pluridiscipline. Pluridiscipline, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, les sciences de l'éducation, au départ, c'était de la philosophie. Kant, Aristote, je vous renvoie pour ceux qui ont fait de la philosophie en terminale, et Platon, la caverne de Platon, tout ce que vous avez pu lire,
a longtemps été la référence des sciences de l'éducation. C'est-à-dire qu'on pense, on fait de l'éducation un objet de pensée. Mais cet objet de pensée ne dit pas comment on fait de l'éducation, pas toujours. Depuis, les sciences de l'éducation ont cheminé et sont devenues une discipline universitaire avec la création officielle de la 70e section du Conseil national des universités et donc création de postes de professeurs d'université, de maîtres de conférences et donc une vraie discipline comme les autres disciplines universitaires. Ce qui suppose aussi une certaine distanciation par rapport à l'éducation. C'est-à-dire que les sciences de l'éducation, c'est une science et on ne lui demande pas de savoir ce qu'elle pense de l'éducation. On lui demande de mettre à disposition des savoirs scientifiques à propos de l'éducation. Les sciences de l'éducation se sont intéressées évidemment à l'éducation, mais aujourd'hui ils s'intéressent à la santé, ils s'intéressent à plein de domaines où finalement le dénominateur commun qu'il y a entre l'éducation, la formation, la santé, c'est les métiers d'intervention sur autrui. C'est-à-dire qu'on agit dans un contexte où on veut que l'autre change, soit différent de ce qu'il était avant la rencontre qu'on a pu avoir avec lui. Mais j'y reviendrai, parce que vous avez compris, je ne peux pas tout développer, je ne peux faire qu'un saupoudrage, mais je pense que c'est très très important. Donc, pluridisciplinaire égale rassemblement de disciplines SHS, sciences humaines et sociales, destinées à apporter un éclairage théorique et conceptuel sur une pratique qui est l'éducation. L'éducation est une pratique. La médecine est une pratique. Se tromper en éducation, c'est moins grave peut-être que se tromper en médecine. Mais dans les deux cas, c'est un humain qui agit sur un autre humain, qui porte un diagnostic, qui prescrit des médicaments, qui agit directement si on est chirurgien, voire autre chose. Alors les sciences de l'éducation, donc c'est un champ de recherche à orientation scientifique, et l'important des sciences de l'éducation, c'est la capacité à mettre à distance l'idéologie du champ social. On appréhende les choses de manière scientifique. Et l'objectif des sciences de l'éducation, c'est de décrire, comprendre et d'expliciter les phénomènes éducatifs. C'est ça l'enjeu. Pour produire une connaissance objectivée qui permet de proposer ce que j'appelle une intelligibilité des phénomènes. C'est quoi une intelligibilité des phénomènes? Et pas une compréhension. L'intelligibilité, c'est quand on rassemble différents faits ou événements et que spontanément on n'établit pas de lien entre eux, mais que la science va montrer les liens entre eux. Donc la signification qu'on donne spontanément à quelque chose va être différente de celle que la science va proposer. C'est un peu technique, mais c'est vraiment ça l'intelligibilité. C'est-à-dire qu'on va donner un sens nouveau à ce que les gens donnaient. Par exemple, on peut interpréter un événement d'une certaine façon parce qu'on n'a qu'une vision parcellaire de l'événement. La science va pouvoir proposer une autre signification parce qu'elle va coupler différentes visions, angles d'attaque du même phénomène. Trois disciplines fondamentales, fondatrices de l'analyse du fait éducatif, je l'ai dit, la philosophie, qui questionne les finalités, les valeurs de l'action éducative, la psychologie, qui éclaire les processus d'apprentissage et de développement du sujet, comment on apprend, comment on se développe, c'est quoi la motivation, c'est quoi le développement. Toutes ces questions sont abordées par la psychologie. Puis la sociologie, tout à l'heure je vous ai parlé de Pierre Bourdieu, j'aurais parlé aussi de Jean-Claude Passeron, sur le fait que la sociologie s'intéresse à la structuration, au fonctionnement des instituts d'éducation sous le prisme du rapport à la société. Quels sont les enfants de telle catégorie sociale? Que deviennent-ils à l'école? Réussissent-ils mieux? Etc. etc. Depuis, eh bien, les sciences de l'éducation n'ont fait que se développer avec des disciplines de plus en plus intéressées par les phénomènes éducatifs. Le noyau dur, vous l'avez compris, philosophie, psychologie, sociologie, depuis l'anthropologie, la didactique, l'histoire, l'économie, la psychanalyse s'intéressent à l'éducation.
Je vous l'ai dit, je suis chercheur en sciences de l'éducation, mais aussi formateur. La question que je me pose à chaque fois, ou régulièrement en tous les cas, c'est est-ce que les sciences de l'éducation peuvent être une discipline utile à la formation des enseignants? La place des sciences de l'éducation n'est jamais gagnée sur cette question-là. Aujourd'hui, il y a une très forte concurrence entre les sciences d'éducation et les neurosciences. Je pourrais vous expliquer que comprendre comment le cerveau fonctionne quand on apprend ne dit rien sur le fait de donner envie d'apprendre. Ça peut donner des idées pour créer les conditions pour apprendre, mais ça ne donne pas forcément envie d'apprendre. Donc l'envie d'apprendre une poésie, est-ce que les neurosciences sont capables de le proposer? Je ne suis pas sûr. Moi je crois dans une complémentarité, mais pas dans l'hégémonie de l'un ou de l'autre. À quelles conditions les savoirs scientifiques peuvent-ils accompagner les étudiants à devenir enseignants? C'est une question très importante. Alors, je n'ai pas pris le temps, j'espère que je ne vais pas trop déborder. Les sciences de l'éducation et la recherche a une utilité pour la formation disciplinaire. Quand on fait de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, de l'anglais, tout un tas de disciplines, l'enjeu, c'est de produire et de mettre à disposition des savoirs à acquérir en formation, pour avoir la formation disciplinaire la plus importante. On est d'accord sur ce point. On a un résultat en termes de constat. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a des enseignants qui sont spécialistes, prenez mon enseignant novice en allemand, expert du champ disciplinaire des savoirs à transmettre, mais enseignant en difficulté pour créer les conditions pour transmettre le savoir et aider les élèves à s'approprier le savoir. Ils ne savent pas faire. Depuis maintenant 20 ans, il existe une orientation en sciences de l'éducation et de la formation, qui est mon champ de recherche, et celui de beaucoup d'autres collègues en France, et pas seulement, en Suisse, en Belgique, d'autres pays francophones, mais au-delà, qui est finalement de se dire à quelles conditions on peut produire un savoir scientifique qui va être un savoir qui va permettre de professionnaliser les enseignants. Avec deux préoccupations. Je vous ai dit, ne pas mettre à distance, ne pas minimiser l'engagement scientifique, ne pas être moins exigeant avec le métier de chercheur, c'est-à-dire produire des connaissances scientifiques en respectant la rigueur scientifique, des recherches qui sont reconnues, publiées dans des revues scientifiques, et puis une connaissance scientifique utile pour la formation. Et c'est un défi extrêmement difficile à tenir. Alors j'aurais dû mettre entre les deux une question éthique. Une question éthique qui demanderait une conférence en soi, l'éthique dans l'éducation. Donc voilà les deux champs de recherche qui peuvent contribuer à une meilleure réussite de la formation des étudiants dans les instituts de formation et d'éducation. Comprendre ce que signifie faire le métier. Donc il faut aller voir les jeunes enseignants pour essayer de comprendre c'est quoi faire le métier et pas le regarder en extériorité. Aller vraiment dans les classes, voir quelles sont les préoccupations, les angoisses, les émotions qui sont vécues par les enseignants qui commencent le métier. Évidemment, aller voir ceux qui réussissent, qui sont experts, pour les aider à expliciter. Parce que quand on donne la parole à un expert, il est peu bavard sur son expertise, souvent. Parce qu'il a automatisé les choses. Donc il ne sait pas trop ce qu'il doit transmettre. Je vous ai dit que j'étais le doyen des sciences du sport aussi. J'étais sportif, il y a sans doute plein de sportifs ici. Il y a des sportifs de haut niveau tous les jours dans notre écran de télévision. Quand on leur donne la parole pour expliquer ce qu'ils ont fait, à part remercier le coach, remercier la famille, ils ont très peu de choses à dire sur comment ils ont fait pour réussir. Prenez les footballeurs, prenez Neymar, Mbappé. Tout ça pour dire que le champ du sport, c'est quelque chose de particulier. Je vous dis ça parce que c'est pour revenir sur la place du corps.
Si ces gens-là sont devenus experts, c'est parce qu'ils ont su apprendre avec leur corps. Et pas seulement de la connaissance déclarative. Et enseigner, c'est apprendre avec son corps. Si je reviens, je vous montrerai des vidéos, on a des enseignants qui mettent les élèves sans quasiment prendre la parole. Ils le font par le corps, par leur déplacement, ce qu'on appelle la présence au théâtre. Alors que d'autres, ils commencent à parler doucement, puis ils montent, et puis enfin, ils crient plus fort, de plus en plus fort, et les élèves s'habituent. Finalement, on les écoute plus, ils savent qu'ils crient, donc ça n'a aucun effet. Donc, on a deux champs d'études. On a un champ d'études, c'est le métier d'enseignant, et on a un objet d'étude, c'est l'activité de l'enseignant. Ah, nuance. Pourquoi une nuance? Un métier, c'est faire des choses. C'est préparer ses cours, c'est enseigner dans la classe, c'est participer à des réunions, c'est aller voir le proviseur pour organiser, ou le principal de l'établissement pour organiser un voyage, une sortie scolaire. Donc c'est plein de choses le métier. C'est des tâches, ce qu'il y a à faire. Et ces tâches, on va les regarder pour voir comment elles sont faites. Et les tâches, le fait de les faire, on dit que c'est l'activité. C'est ce qu'on fait pour faire ce qu'on nous demande de faire. Et les enseignants débutants, ils ont souvent une activité réalisée et une activité empêchée. C'est tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils aimeraient faire pour faire leurs tâches. Et une activité empêchée, ça crée de la souffrance au travail. Donc l'importance d'aller prendre sérieusement l'activité des enseignants comme un objet d'étude. Donc je vous ai listé 3 questions à l'origine des recherches. Comment les stagiaires apprennent-ils le métier en classe et en dehors de la classe, à l'université? Qu'est-ce qu'ils apprennent et comment? Comment doit-on organiser les temps de formation pour améliorer l'apprentissage au métier? Souvenez-vous de ma question. Quel contenu? À quel moment? Par qui? Dans quelle mesure l'observation d'un enseignant d'un autre au travail est une source pour apprendre le travail? Est-ce qu'aller voir un enseignant expert, c'est plus profitable que d'aller voir un autre enseignant novice quand je suis novice? Bonne question. J'ai envie de dire les deux. Mais souvent, quand le novice va voir l'expert, il se dit « mais je ne serais pas capable de faire ça, moi ». Et il n'ose pas en parler avec celui qui est déjà expert, si les conditions ne sont pas réunies. Donc l'objectif, dans toutes ces études, c'est identifier les savoirs professionnels construits ou en cours de construction. Comment on apprend, comment on change en agissant dans la classe ou en dehors de la classe. Pour y arriver, tout à l'heure, le mot a été prononcé, on a parlé d'ergonomie. Donc on va utiliser les méthodes ergonomiques, on va aller sur le lieu de travail pendant plusieurs semaines, observer, regarder, comprendre avec les acteurs pour expliquer comment ils s'y prennent. Quelques résultats. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrits sur les préoccupations des enseignants novices en classe. Comment ils vivent des dilemmes. Comment des dilemmes les mettent dans l'inconfort. Un dilemme, c'est est-ce que je m'occupe de tout le monde, de toute la classe, ou est-ce que je m'occupe de Karim qui est au premier rang et qui fait n'importe quoi? Si je m'occupe de Karim au premier rang, est-ce que je suis capable de garder mon attention pour le reste du groupe? Peut-être que je vais me focaliser sur Karim et pendant ce temps-là, c'est Hakim à l'autre bout qui va mettre le bazar. Donc vous voyez, c'est ça, ce sont des dilemmes. Autre champ de recherche qui a produit de nouveaux résultats et sur lequel je vais revenir tout à la fin, c'est la construction de l'expérience via la vidéoformation. Ça, c'est une de nos spécialités. On filme le travail et on confronte des jeunes au travail. Le développement professionnel des enseignants novices, par quel stade on passe pour devenir de plus en plus expert, le rôle des émotions, comment on transforme ses habitudes de conseil pédagogique quand on est accompagnateur, etc., etc.
Donc ce sont des résultats précieux. Pourquoi ils sont précieux et spécifiques, avec une obligation de résultat? Quand on vous confie des élèves qui doivent apprendre à lire, on ne vous dit pas comment faire, on vous donne des idées, on vous donne des outils, on vous donne parfois des méthodes. Mais ce qu'on attend de vous, c'est une obligation de résultat. C'est qu'à la fin, ils sachent lire. Après, vous faites comme vous voulez. Ça s'appelle la liberté pédagogique. Hein? Et comme je m'intéresse au monde du travail, enseigner appartient aux tâches, ce qu'on appelle discrétionnaires. On vous dit l'objectif, mais on ne vous dit pas comment l'atteindre. A contrario, les tâches qu'on appelle tayloriennes, ce sont les tâches où on vous dit l'objectif, mais on vous dit comment faire. Pour les plus jeunes, sans doute vous ne l'avez pas vu, mais ça pourrait faire partie de la culture d'un étudiant en formation. Allez voir Charlie Chaplin et le film sur les temps modernes, où on le voit à la chaîne, où il est dans une action répétée à n'en plus finir. Eh bien, il est dans une tâche taylorienne. On ne lui demande pas son avis, et on lui impose la cadence, on lui impose le type de geste, et l'objectif est fixé, fixe la cadence. Alors, depuis que ce métier est un métier qui s'enseigne, eh bien, les réformes, après avoir touché l'éducation nationale, elles touchent la formation. Vous êtes les premiers d'une école supérieure de l'éducation de la formation. Eh bien, en France, ces instituts ont subi de nombreuses réformes. En 1990, a été créé l'Institut universitaire de formation des maîtres, c'est ce que moi j'ai suivi, l'IEFM, créé par Lionel Jospin. Et cette réforme a vraiment été très très importante pour reconnaître la nécessité de professionnaliser les enseignants, c'est-à-dire leur donner, après l'obtention d'un concours de professeur, une année de stage en établissement accompagné par des tuteurs. Autre réforme clé, très très importante, la création du master, c'est-à-dire que, je crois, vous me corrigerez si j'ai une bêtise, mais ici les étudiants vont être diplômés d'une licence, ils vont passer un oral ou un concours sous forme d'oral pour intégrer une école de préparation au métier. Mais ils n'auront pas un grade de master, je ne pense pas. Alors qu'en France, depuis 2010, les étudiants, certes, rentrent avec une licence, mais après les 2 ans de formation à l'IEFM, ils sortent avec un master. Ils sortaient avec un master. Je vous expliquerai pourquoi peut-être ce diplôme, alors que la plupart ont réussi un concours. Et en 2012, les IEFM ont été remplacés par les SP, nouvelle réforme. Je ne rentre pas en détail. Les étudiants n'ont pas vu vraiment la différence. C'est une histoire de positionnement du concours dans la formation, parce qu'on passe le concours en Master 1, en Master 2. Et puis, comme on ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin, nouveau gouvernement, nouvelle réforme. Et là, on a institué depuis, moi j'ai rien fait, le ministre a créé les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, les INSPE, depuis 2019, avec, me semble-t-il, une volonté d'intégrer davantage des savoirs professionnels en lien avec la transmission du métier. Mais on a aussi perdu quelques éléments, quelques acquis, on dira. Donc voilà, trois principes qui sont importants aujourd'hui dans l'organisation de la formation dans les INSPE. Caractère universitaire de la formation, maintenu. Masterisation, maintenu. Par contre, ce que je vous disais, renforcement de l'alternance durant l'année de stage entre la formation universitaire et la responsabilité en établissement scolaire. Pour décoder ce que je vous dis, un étudiant qui devient enseignant, il va faire cours comme ses collègues qui sont titulaires, avec moins d'heures, et de temps en temps, il va retourner à l'institut pour
parler du métier, rencontrer des formateurs, de façon qu'il y ait un accompagnement pour qu'à la fin de l'année, on puisse lui donner les pleines responsabilités de son métier. La formation des enseignants, elle est à peu près identique entre le primaire. Le primaire, c'est les enfants qui sont scolarisés il y a la maternelle, mais c'est toute la scolarité avant 12 ans. Et après, il y a le collège, 4 années, et le lycée, 3 ans. Dans les deux cas, il faut être titulaire d'une licence pour pouvoir rentrer en master, métier de l'enseignement et de la formation, et donc préparer le concours pour être professeur. Donc les étudiants à Brest peuvent suivre une licence de mathématiques, de philosophie, de STAPS, de sciences de l'éducation, pour se destiner au master métier de l'enseignement et de l'éducation, et de la formation, pardon, en mathématiques ou en anglais. Bien entendu, vous l'avez compris, si on veut être prof d'anglais, c'est mieux d'avoir fait une licence d'anglais. C'est même un prérequis. Où les sciences de l'éducation interviennent, elles interviennent essentiellement pour le primaire. C'est-à-dire que la licence de sciences de l'éducation, c'est une licence pluridisciplinaire. Les étudiants ont vu plusieurs disciplines, ont vu beaucoup plus de pédagogie que les autres licences disciplinaires. Parce que les autres licences disciplinaires ne préparent pas forcément au métier d'enseignant, alors que la licence sciences d'éducation oriente une grande partie des étudiants vers les métiers de l'enseignement ou le champ de l'enseignement et de l'éducation. Ça peut être conseiller principal d'éducation, ça peut être... Alors, je passe très vite, je ne vais pas le détailler. Vous avez ici, et je laisserai mon diaporama à disposition si vous le souhaitez, un découpage du temps de formation des futurs enseignants du premier degré. Vous voyez la place de l'enseignement des savoirs fondamentaux, 55%. C'est moins que ça a été à une époque. Avant, on était plutôt à 80%. Je vous ai dit, il fallait avoir un niveau d'expertise au niveau des savoirs fondamentaux, et tout ce qui est sur votre droite, sur votre gauche, pratique réflexive et recherche, c'était extrêmement minoritaire. Alors ça le reste, 15% c'est peu, mais ça reste important. Et la même chose pour le supérieur, l'enseignement du second degré, avec une part plus importante sur les stratégies d'enseignement d'apprentissage. Alors, après avoir balayé très très vite l'état des lieux de l'éducation, qui me semble être transposable dans de nombreux pays, pas spécifiquement à la France. Après avoir fait un petit état des lieux de ce qu'était la formation des enseignants, on a quelques interrogations qui demeurent quand on fait de la formation. Je vous en ai proposé 5. Première question, quels doivent être les contenus de formation? Quand on forme des enseignants, qu'est-ce qu'on apprend à faire aux enseignants? Est-ce qu'on leur apprend à utiliser une photocopieuse parce qu'ils vont en avoir besoin dans la salle des professeurs? Et que s'ils ne savent pas faire les photocopies, ils ne pourront peut-être pas faire classe. Bon, je provoque un peu, vous avez compris. Comment organiser les contenus de formation? Vous êtes 3 ans en formation, comment on organise les contenus? Quand doit-on proposer des contenus de formation? Qui doit dispenser les contenus de formation? Est-ce que ce sont des universitaires spécialistes de la discipline? Est-ce que ce sont des enseignants dans les établissements qui ont été repérés comme étant des enseignants experts? Et enfin, je me suis trompé. C'était la dernière question. Quels sont les individus qui doivent transmettre les contenus de formation? Donc autant de questions. Bien entendu, je ne vais pas vous livrer, les 5 prochains slides ne seront pas dédiés à la réponse. Pas uniquement. Alors, pour répondre à cette question, on ne peut pas les isoler si on ne prend pas
Parce que, vous savez, je vous ai dit, en 2012, la France a créé les masters. Donc pour créer les masters, on a sollicité tous les enseignants, spécialistes d'anglais, de maths. Et je ne vous explique pas le bazar. Le prof d'anglais considérait qu'il n'y avait pas assez d'anglais. Le prof de maths, pas assez de maths. Le prof de philo, pas assez de philo. Donc les pauvres étudiants, ils avaient une semaine de 90 heures. Parce que tout le monde considérait que sa matière était plus importante que celle du voisin. Donc, en tant que spécialiste de l'analyse de l'activité et des sciences d'éducation, quand on a participé au débat, on a fait en sorte que ce collectif s'intéresse à deux questions, à deux points. Être enseignant demain, aujourd'hui, c'est être expert dans le domaine disciplinaire. Ça, c'est très difficile d'être un bon professeur quand on ne connaît pas bien la discipline qu'on va devoir enseigner. Ça, c'est évident. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Pour être un bon enseignant, il faut être expert dans le domaine de la pédagogie. C'est-à-dire être spécialiste de la transmission du savoir. Et j'insiste vraiment sur ce que j'ai mis en... Alors c'est un verre anis qui est un peu déformé par le vidéoprojecteur, mais il faut à la fois être spécialiste du savoir à transmettre et spécialiste de la transmission du savoir. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, et si jamais on a l'occasion de se revoir, je vous montrerai des exemples où nous avons des jeunes collègues qui sont agrégés, qui est le niveau le plus élevé de diplôme en France pour être enseignant, agrégé d'allemand, donc très très fort en allemand. Le collègue, il passe beaucoup de temps à préparer son cours. Il a préparé tout son dimanche, il l'a préparé à préparer 1 heure de cours. Et puis, il arrive le lundi matin pour faire cours. C'est son premier jour de cours, en Seine-Saint-Denis, avec des élèves qu'au moment de rentrer dans la classe, il a compris qu'ils n'étaient peut-être pas là pour faire de l'allemand. Ils étaient déjà là, et c'était beaucoup. Donc pendant 10 minutes, un quart d'heure, ils ont joué à se passer les sacs, à déplacer les chaises, parce que lui, il ne savait pas comment faire pour les mettre au travail. Il ne savait pas. On ne lui avait jamais dit. Lui, il avait toujours été un bon élève, il avait été toujours dans un bon lycée, il est devenu professeur avec des formateurs qui n'ont jamais été non plus confrontés à des élèves difficiles, donc c'était très nouveau. Donc vous voyez, il s'est retrouvé dans une situation où il a été formé pendant 5 ans pour être enseignant d'allemand, et au moment où il commence le métier, il est empêché par le contexte parce qu'il n'est pas capable d'agir dans ce contexte. Donc ça donne quand même à réfléchir quand on fait de la formation. Ce qui m'amène à vous dire qu'on arrive à un constat, c'est qu'aujourd'hui les réponses politiques qui sont apportées autant dans le champ de l'éducation que de la formation des enseignants, elles sont souvent prises sans consulter la recherche en sciences de l'éducation, de la formation et plus légèrement les recherches qui s'intéressent à l'éducation. La question de l'éducation dans notre pays, c'est une question idéologique. Quand c'est la gauche qui est au pouvoir, il y a une certaine conception de l'éducation. Quand c'est la droite, c'est l'inverse. Mais à aucun moment, ou trop rarement, pour ne pas être trop pessimiste, les scientifiques, les spécialistes de l'éducation sont associés à la manière de répondre aux problématiques de champ de la formation et de l'éducation. Alors, quelques mots sur les sciences de l'éducation, qui ne sont pas non plus sans reproche face à cette situation. Donc je vais vous proposer, sans être exhaustif, un peu d'histoire. Je ne vais pas vous faire 52 ans d'histoire en 10 minutes, mais je vais vous donner un petit peu un aperçu des sciences de l'éducation. Donc, 52 ans, discipline instituée en 67 en tant que pluridiscipline. Pluridiscipline, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, les sciences de l'éducation, au départ, c'était de la philosophie. Kant, Aristote, je vous renvoie pour ceux qui ont fait de la philosophie en terminale, et Platon,
La caverne de Platon, tout ce que vous avez pu lire, a longtemps été la référence des sciences de l'éducation. C'est-à-dire qu'on pense, on fait de l'éducation un objet de pensée. Mais cet objet de pensée ne dit pas comment on fait de l'éducation, pas toujours. Depuis, les sciences de l'éducation ont cheminé et sont devenues une discipline universitaire avec la création officielle de la 70e section du Conseil national des universités et donc création de postes de professeurs d'université, de maîtres de conférences et donc une vraie discipline comme les autres disciplines universitaires. Ce qui suppose aussi une certaine distanciation par rapport à l'éducation. C'est-à-dire que les sciences de l'éducation, c'est une science et on ne lui demande pas de savoir ce qu'elle pense de l'éducation. On lui demande de mettre à disposition des savoirs scientifiques à propos de l'éducation. Les sciences de l'éducation se sont intéressées évidemment à l'éducation, mais aujourd'hui ils s'intéressent à la santé, ils s'intéressent à plein de domaines où finalement le dénominateur commun qu'il y a entre l'éducation, la formation, la santé, c'est les métiers d'intervention sur autrui. C'est-à-dire qu'on agit dans un contexte où on veut que l'autre change, soit différent de ce qu'il était avant la rencontre qu'on a pu avoir avec lui. Mais j'y reviendrai, parce que vous avez compris, je ne peux pas tout développer, je ne peux faire qu'un saupoudrage, mais je pense que c'est très très important. Donc, pluridisciplinaire égale rassemblement de disciplines SHS, sciences humaines et sociales, destinées à apporter un éclairage théorique et conceptuel sur une pratique qui est l'éducation. L'éducation est une pratique. La médecine est une pratique. Se tromper en éducation, c'est moins grave peut-être que se tromper en médecine. Mais dans les deux cas, c'est un humain qui agit sur un autre humain, qui porte un diagnostic, qui prescrit des médicaments, qui agit directement si on est chirurgien, voire autre chose. Alors les sciences de l'éducation, donc c'est un champ de recherche à orientation scientifique, et l'important des sciences de l'éducation, c'est la capacité à mettre à distance l'idéologie du champ social. On appréhende les choses de manière scientifique. Et l'objectif des sciences de l'éducation, c'est de décrire, comprendre et d'expliciter les phénomènes éducatifs. C'est ça l'enjeu. Pour produire une connaissance objectivée qui permet de proposer ce que j'appelle une intelligibilité des phénomènes. C'est quoi une intelligibilité des phénomènes? Et pas une compréhension. L'intelligibilité, c'est quand on rassemble différents faits ou événements et que spontanément on n'établit pas de lien entre eux, mais que la science va montrer les liens entre eux. Donc la signification qu'on donne spontanément à quelque chose va être différente de celle que la science va proposer. C'est un peu technique, mais c'est vraiment ça l'intelligibilité. C'est-à-dire qu'on va donner un sens nouveau à ce que les gens donnaient. Par exemple, on peut interpréter un événement d'une certaine façon parce qu'on n'a qu'une vision parcellaire de l'événement. La science va pouvoir proposer une autre signification parce qu'elle va coupler différentes visions, angles d'attaque du même phénomène. Trois disciplines fondamentales, fondatrices de l'analyse du fait éducatif, je l'ai dit, la philosophie, qui questionne les finalités, les valeurs de l'action éducative, la psychologie, qui éclaire les processus d'apprentissage et de développement du sujet, comment on apprend, comment on se développe, c'est quoi la motivation, c'est quoi le développement. Toutes ces questions sont abordées par la psychologie. Puis la sociologie, tout à l'heure je vous ai parlé de Pierre Bourdieu, j'aurais parlé aussi de Jean-Claude Passeron, sur le fait que la sociologie s'intéresse à la structuration, au fonctionnement des instituts d'éducation sous le prisme du rapport à la société. Quels sont les enfants de telle catégorie sociale? Que deviennent-ils à l'école? Réussissent-ils mieux? Etc. etc. Depuis, eh bien, les sciences de l'éducation n'ont fait que se développer avec des disciplines de plus en plus intéressées par les phénomènes éducatifs. Le noyau dur, vous l'avez compris, philosophie, psychologie, sociologie, depuis l'anthropologie, la didactique, l'histoire, l'économie, la psychanalyse s'intéressent à l'éducation.
Je vous l'ai dit, je suis chercheur en sciences de l'éducation, mais aussi formateur. La question que je me pose à chaque fois, ou régulièrement en tous les cas, c'est est-ce que les sciences de l'éducation peuvent être une discipline utile à la formation des enseignants? La place des sciences de l'éducation n'est jamais gagnée sur cette question-là. Aujourd'hui, il y a une très forte concurrence entre les sciences de l'éducation et les neurosciences. Je pourrais vous expliquer que comprendre comment le cerveau fonctionne quand on apprend ne dit rien sur le fait de donner envie d'apprendre. Ça peut donner des idées pour créer les conditions pour apprendre, mais ça ne donne pas forcément envie d'apprendre. Donc l'envie d'apprendre une poésie, est-ce que les neurosciences sont capables de le proposer? Je ne suis pas sûr. Moi je crois dans une complémentarité, mais pas dans l'hégémonie de l'un ou de l'autre. À quelles conditions les savoirs scientifiques peuvent-ils accompagner les étudiants à devenir enseignants? C'est une question très importante. Alors, je n'ai pas pris le temps, j'espère que je ne vais pas trop déborder. Les sciences de l'éducation et la recherche a une utilité pour la formation disciplinaire. Quand on fait de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, de l'anglais, tout un tas de disciplines, l'enjeu, c'est de produire et de mettre à disposition des savoirs à acquérir en formation, pour avoir la formation disciplinaire la plus importante. On est d'accord sur ce point. On a un résultat en termes de constat. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a des enseignants qui sont spécialistes, prenez mon enseignant novice en allemand, expert du champ disciplinaire des savoirs à transmettre, mais enseignant en difficulté pour créer les conditions pour transmettre le savoir et aider les élèves à s'approprier le savoir. Ils ne savent pas faire. Depuis maintenant 20 ans, il existe une orientation en sciences de l'éducation et de la formation, qui est mon champ de recherche, et celui de beaucoup d'autres collègues en France, et pas seulement, en Suisse, en Belgique, d'autres pays francophones, mais au-delà, qui est finalement de se dire à quelles conditions on peut produire un savoir scientifique qui va être un savoir qui va permettre de professionnaliser les enseignants. Avec deux préoccupations. Je vous ai dit, ne pas mettre à distance, ne pas minimiser l'engagement scientifique, ne pas être moins exigeant avec le métier de chercheur, c'est-à-dire produire des connaissances scientifiques en respectant la rigueur scientifique, des recherches qui sont reconnues, publiées dans des revues scientifiques, et puis une connaissance scientifique utile pour la formation. Et c'est un défi extrêmement difficile à tenir. Alors j'aurais dû mettre entre les deux une question éthique. Une question éthique qui demanderait une conférence en soi, l'éthique dans l'éducation. Donc voilà les deux champs de recherche qui peuvent contribuer à une meilleure réussite de la formation des étudiants dans les instituts de formation et d'éducation. Comprendre ce que signifie faire le métier. Donc il faut aller voir les jeunes enseignants pour essayer de comprendre c'est quoi faire le métier et pas le regarder en extériorité. Aller vraiment dans les classes, voir quelles sont les préoccupations, les angoisses, les émotions qui sont vécues par les enseignants qui commencent le métier. Évidemment, aller voir ceux qui réussissent, qui sont experts, pour les aider à expliciter. Parce que quand on donne la parole à un expert, il est peu bavard sur son expertise, souvent. Parce qu'il a automatisé les choses. Donc il ne sait pas trop ce qu'il doit transmettre. Je vous ai dit que j'étais le doyen des sciences du sport aussi. J'étais sportif, il y a sans doute plein de sportifs ici. Il y a des sportifs de haut niveau tous les jours dans notre écran de télévision. Quand on leur donne la parole pour expliquer ce qu'ils ont fait, à part remercier le coach, remercier la famille, ils ont très peu de choses à dire sur comment ils ont fait pour réussir. Prenez les footballeurs, prenez Neymar, Mbappé. Tout ça pour dire que le champ du sport, c'est quelque chose de particulier. Je vous dis ça parce que c'est pour revenir sur la place du corps.
Si ces gens-là sont devenus experts, c'est parce qu'ils ont su apprendre avec leur corps. Et pas seulement de la connaissance déclarative. Et enseigner, c'est apprendre avec son corps. Si je reviens, je vous montrerai des vidéos, on a des enseignants qui mettent les élèves sans quasiment prendre la parole. Ils le font par le corps, par leur déplacement, ce qu'on appelle la présence au théâtre. Alors que d'autres, ils commencent à parler doucement, puis ils montent, et puis enfin, ils crient plus fort, de plus en plus fort, et les élèves s'habituent. Finalement, on les écoute plus, ils savent qu'ils crient, donc ça n'a aucun effet. Donc, on a deux champs d'études. On a un champ d'études, c'est le métier d'enseignant, et on a un objet d'étude, c'est l'activité de l'enseignant. Ah, nuance. Pourquoi une nuance? Un métier, c'est faire des choses. C'est préparer ses cours, c'est enseigner dans la classe, c'est participer à des réunions, c'est aller voir le proviseur pour organiser, ou le principal de l'établissement pour organiser un voyage, une sortie scolaire. Donc c'est plein de choses le métier. C'est des tâches, ce qu'il y a à faire. Et ces tâches, on va les regarder pour voir comment elles sont faites. Et les tâches, le fait de les faire, on dit que c'est l'activité. C'est ce qu'on fait pour faire ce qu'on nous demande de faire. Et les enseignants débutants, ils ont souvent une activité réalisée et une activité empêchée. C'est tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils aimeraient faire pour faire leurs tâches. Et une activité empêchée, ça crée de la souffrance au travail. Donc l'importance d'aller prendre sérieusement l'activité des enseignants comme un objet d'étude. Donc je vous ai listé 3 questions à l'origine des recherches. Comment les stagiaires apprennent-ils le métier en classe et en dehors de la classe, à l'université? Qu'est-ce qu'ils apprennent et comment? Comment doit-on organiser les temps de formation pour améliorer l'apprentissage au métier? Souvenez-vous de ma question. Quel contenu? À quel moment? Par qui? Dans quelle mesure l'observation d'un enseignant d'un autre au travail est une source pour apprendre le travail? Est-ce qu'aller voir un enseignant expert, c'est plus profitable que d'aller voir un autre enseignant novice quand je suis novice? Bonne question. J'ai envie de dire les deux. Mais souvent, quand le novice va voir l'expert, il se dit « mais je ne serais pas capable de faire ça, moi ». Et il n'ose pas en parler avec celui qui est déjà expert, si les conditions ne sont pas réunies. Donc l'objectif, dans toutes ces études, c'est identifier les savoirs professionnels construits ou en cours de construction. Comment on apprend, comment on change en agissant dans la classe ou en dehors de la classe. Pour y arriver, tout à l'heure, le mot a été prononcé, on a parlé d'ergonomie. Donc on va utiliser les méthodes ergonomiques, on va aller sur le lieu de travail pendant plusieurs semaines, observer, regarder, comprendre avec les acteurs pour expliquer comment ils s'y prennent. Quelques résultats. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrits sur les préoccupations des enseignants novices en classe. Comment ils vivent des dilemmes. Comment des dilemmes les mettent dans l'inconfort. Un dilemme, c'est est-ce que je m'occupe de tout le monde, de toute la classe, ou est-ce que je m'occupe de Karim qui est au premier rang et qui fait n'importe quoi? Si je m'occupe de Karim au premier rang, est-ce que je suis capable de garder mon attention pour le reste du groupe? Peut-être que je vais me focaliser sur Karim et pendant ce temps-là, c'est Hakim à l'autre bout qui va mettre le bazar. Donc vous voyez, c'est ça, ce sont des dilemmes. Autre champ de recherche qui a produit de nouveaux résultats et sur lequel je vais revenir tout à la fin, c'est la construction de l'expérience via la vidéoformation. Ça, c'est une de nos spécialités. On filme le travail et on confronte des jeunes au travail. Le développement professionnel des enseignants novices, par quel stade on passe pour devenir de plus en plus expert, le rôle des émotions, comment on transforme ses habitudes de conseil pédagogique quand on est accompagnateur, etc., etc.
Donc ce sont des résultats précieux. Pourquoi ils sont précieux? Parce qu'ils sont communicables, vulgarisables auprès des enseignants qui se rendent compte qu'ils peuvent en faire quelque chose pour le travail. Quand vous lisez un article de psychologie de l'éducation ou sur une théorie de la motivation, oui, vous dites c'est super, mais c'est pas comme ça la vraie vie. L'avantage de ces recherches, c'est de prendre en compte la complexité et de ne pas la disséquer d'un point de vue disciplinaire. Alors là, je parle pour les formateurs. J'ai perdu les étudiants, mais c'est important. C'est complémentaire. La recherche disciplinaire est importante, mais la recherche qui attaque la complexité pour la professionnalisation est aussi très très précieuse. Donc la vidéoformation et l'ergonomie des sites de formation. La vidéoformation a donné lieu à un exemple très connu en France qui s'appelle Neopass Action, qui est développé par un collègue à Lyon, à l'IFE, l'Institut de formation et d'éducation, qui justement a construit une plateforme en ligne que vous avez ici. C'est une ressource qui propose plusieurs thèmes aux enseignants, par exemple le thème 1, l'entrée en classe, la mise au travail des élèves. Aider les élèves à travailler et apprendre. Faire parler les élèves élémentaires. Ce sont des questions professionnelles. Et la recherche va fonctionner de cette façon. Vous avez ici la progression par rapport au thème. Là, vous avez la mise au travail. Donc ici, vous avez mon prof d'allemand. Vous le voyez ? Vous voyez ce qui se passe dans la classe là? Donc lui, il est en souffrance. Il est au premier stade. Il ne sait pas mettre les élèves au travail. Et ici, vous avez ma prof, ici, là, vous ne l'avez pas, celle qui ne parle pas, qui fait 1m60. On ne la voit pas derrière les élèves. Mais je peux vous dire qu'il la respecte, les élèves. Donc ici, on a la frise, ce qu'on appelle développementale, sur une question professionnelle. Et là, vous avez les données de la recherche qui décrit, qui propose une analyse de ce cas particulier avec un petit entretien du professeur, etc. Et c'est une ressource, ce sont des connaissances scientifiques qui sont vulgarisées dans le bon sens du terme, mises à disposition de la communauté des enseignants et des formateurs pour se former. J'arrive à la fin de cette conférence et peut-être, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Quelques mots de conclusion. Concevoir la formation en prenant appui sur la recherche en sciences d'éducation de la formation. Je vous ai montré, j'espère, qu'une certaine façon de concevoir les sciences d'éducation pouvait y contribuer grandement dès l'instant où on considère que la professionnalisation est quelque chose de sérieux et d'important et qui n'est pas abandonné à l'exercice du métier. Des connaissances scientifiques utiles pour organiser l'acquisition des savoirs enseignés, toutes les disciplines qui contribuent à faire en sorte que les savoirs deviennent de plus en plus experts, élevés, de haut niveau et importantes. On parle de société de la connaissance, c'est très très important. Mais maintenant, il faut faire en sorte que cette société de la connaissance soit en capacité de les transmettre aux générations de demain et qu'elle ne soit pas confisquée par ceux qui ont produit ou qui sont proches de la source de la production. Et enfin, organiser l'acquisition des savoirs pour transmettre, je ne reviendrai pas dessus, et je ne pouvais pas finir cette conférence sans vous proposer une petite citation de Jean Rostand pour vous montrer que le principe d'éducabilité, c'est quelque chose de sérieux, que tout le monde est éducable. Il y en a même qui disent qu'on peut même faire danser les ours. Mais c'est aussi un principe dangereux si on en fait n'importe quoi. Et qu'en face du principe d'éducabilité, il y a le principe de liberté. Tout le monde est éducable, mais il y a la liberté de chacun en face de ne pas accéder au projet éducatif, formatif qui est proposé. Donc on ne fera pas apprendre quelqu'un qui n'a pas décidé d'apprendre. Donc voilà cette citation. Former les esprits sans les conformer, les enrichir sans les endoctriner, les armer sans les enrôler, leur donner le meilleur de soi sans attendre ce salaire qu'est la ressemblance. Jean Rostand. Je vous remercie.